Bonsoir, bienvenue à Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 5 janvier 2023. Et ce n'est pas difficile à comprendre que par les temps qui courent, nous manquions d'entrain. La période de Noël, le mois de décembre en particulier, c'est un mois que j'aime beaucoup. J'aime également le mois de novembre, les aubes noires de novembre, la rugosité de ce mois, son ascétisme, sa froidure, sa dureté minérale, son austérité, la brièveté de ces journées. Et c'est un mois scorpionesque que j'apprécie beaucoup. Et le mois de décembre, eh bien, c'est les chants de Noël que j'apprécie, les rencontres, l'orgie de bouffe, l'orgie d'alcool. Ben, n'exagérons pas pour ce qui est de l'alcool. C'est les nuits courtes, écourtées. Bref, une sorte de frénésie, les rencontres avec les amis. Bon, la famille, dans le cas de la famille de Fabienne, moi je n'ai pratiquement plus de famille. En fait, j'en ai pratiquement plus, voilà, c'est dit. Et après, janvier arrive. Et là, la baisse de tonus, elle est généralisée. L'hiver commence à nous agripper pour de bon cette fois-ci. Et dans quelques jours, on va découvrir sur les trottoirs verglacés la dépouille des sapins. Certains d'entre eux auront encore leur guirlande et elles vont briller, blafardes, sous les lampadaires. Certains d'entre eux même auront encore leur boule de Noël, généralement cassée par des chats peut-être. Et les magasins vont afficher des soldes. Peut-être que le temps des fêtes n'aura pas été aussi lucratif qu'anticipé. Les factures vont surgir aussi. Des factures avec du mordant, des factures qui vont nous prendre à la gorge soudainement. Et là, tout à coup, les festivités vont nous paraître bien lointaines. Et les chants de Noël se seront transformés en chants agoniques. Donc, c'est une période où il faut se remettre en forme. Mais comment? On va prendre des abonnements pour la salle de gym en espérant perdre les kilos que nous avions déjà en trop, mais qui se seront ajoutés pendant cette période de festivité. Nous savons bien que dès février, toutes les résolutions prises dans un moment d'enthousiasme éphémère, ne tiendront plus lorsque la Saint-Valentin sera arrivée. Nous savons déjà tout cela. Et de remettre la petite mécanique en marche, que ce soit celle du travail, que ce soit celle de la quotidienneté, tout simplement, qui reprend ses aises, qui reprend ses droits. Eh bien, nous peine et nous force à un effort supplémentaire. Alors, tout ça pour vous dire que aujourd'hui, je n'ai pas lu. J'ai travaillé à la librairie. J'ai ouvert à quelques reprises le livre d'Emmanuel Loyer. Et finalement, non, j'ai préféré classer des livres. Il y a eu quelques clients. Le temps étant inclément, les trottoirs verglacés. Et là, en plus, depuis
quelques années, les météorologues sont devenus des tragédiens. Ils nous annoncent des tempêtes gigantesques, nous annoncent quasiment la fin du monde à chaque bordée de neige. Et bref, on vit dans un état de panique permanente. Or, dans une existence, les tragédies, somme toute, sont au nombre très limité. Alors, n'ayant pas lu, je me retourne vers cette nouvelle série que j'ai inaugurée hier. Et je vais vous proposer, d'abord je vais vous montrer 3 livres qui sont à la librairie. 2, quand je dis que j'ai pas lu, c'est pas vrai, voilà. J'ai lu en toute hâte, en espérant y débusquer le nom de l'auteur dont je vais vous entretenir dans quelques minutes, mais je n'y suis pas parvenu. Est-ce que la lecture rapide, pour moi, ça n'existe pas. Les choses qui méritent d'être lues rapidement, au fond, ne méritent pas d'être lues. Alors, qu'est-ce qui mérite pas d'être lu? Je dirais les faits divers dans les journaux. Bon, à moins que vous soyez Simenon ou Dostoïevski, qui étaient des grands amateurs de faits divers, mais eux en avaient besoin pour faire rouler leur créativité. Mais nous favorisons la lecture lente. Et si nous pouvions même nous reposer sur un seul mot, sans doute le ferions-nous. Un mot comme une île, un mot comme un continent, un mot comme un pays. Un mot où on pourrait prendre nos aises et se sentir même délesté de notre propre condition, voire même de notre propre peau. Un mot ne nous libérant de nous-mêmes. Dis seulement un mot et je serai soulagé. Alors donc, oui, en toute hâte, et en recueillant ici et là quand même quelques petites notions, j'ai tenté de retrouver dans ces 2 ouvrages de Jacques Brault, La poussière du chemin et Aux saisons au château, le nom de T.S. Eliot. Eh bien, peut-être que j'ai été trop rapide, mais je pense pas. Et je n'y ai rien trouvé. Mais je suis à peu près certain que dans d'autres ouvrages de Jacques Brault, sans doute T.S. Eliot y sera mentionné, car T.S. Eliot a influencé un grand nombre de poètes québécois. Un très grand nombre. En fait, T.S. Eliot était en son temps, en tout cas, un auteur incontournable. Et sans doute l'est-il encore aussi. Parce que lire sur les pas de, ce soir, eh bien, je vous montre de la poésie et de quelques poètes de T.S. Eliot, paru aux éditions du Seuil. Et c'est l'exemplaire de Jacques Brault, précisément. Et Jacques Brault, c'est un poète, comme un poète essayiste, que j'apprécie plutôt. J'aime son humour un peu décalé. J'aime la nudité de sa prose également. Une sorte de cynisme, une sorte de sarcasme. On l'imagine, en tout cas il est décédé au cours de l'année 2022, on l'imagine un peu cassant comme homme. Je ne l'ai jamais rencontré, je ne sais pas. Mais d'après les photos, il me semble plutôt longiligne, ascétique, et probablement peut-être souffreteux, peut-être. Bref, quelqu'un d'à la fois fragile, cristallin et sardonique. C'est comme ça que je l'imagine. Et peinant aussi, peinant à écrire. Et peut-être aussi souffrant de l'impossibilité de voir ce pays naître. Et là, il faudra bien faire comme la nouvelle génération d'écrivains, qu'eux ont décidé, en tout cas une partie d'entre eux, ont décidé que cette notion de la nation
On laissait ça aux essayistes et aux historiens et aux polémistes. Qu'au fond, les écrivains étaient rendus ailleurs. On ne sait pas trop où ailleurs, mais comme cette question ne peut plus, après avoir tenté de la prendre à bras-le-corps, on ne peut plus la prendre, eh bien, on fait semblant qu'elle est réglée. Ou on fait semblant qu'elle est de peu d'importance. Ou on fait semblant qu'au fond, les coupables, parce que nous sommes devenus des coupables après avoir été des victimes, les coupables au mieux, à défaut de passer aux aveux, doivent se taire. Alors nous nous taisons. En fait, la nouvelle génération se tait. Ça ne semble pas, tandis que celle de Brault, et là, la liste est longue, de Gaston Miron, à Roland Giguère, même si certains surréalistes ont reproché à Roland Giguère ses accointances avec le mouvement national perçu par les surréalistes et les néo-surréalistes, la notion de nation vue comme appartenant à la sphère presque fasciste, l'Europe ayant énormément souffert du nationalisme guerrier, du nationalisme colonisateur, ce qui n'est pas le cas du nationalisme des petites nations assiégées. Chasse-neige. Ouais, c'est bruyant ces machines, hein? Alors la génération montante d'autrices et d'auteurs ne semble pas avoir envie de reprendre à bras-le-corps la question nationale. Et certains d'entre eux, ayant fait des études aussi, se jugent se situant sur un plan international. Alors, ayant quitté le sol natal, eh bien, certains d'entre eux jugent de haut la question existentielle non résolue du Québec. Ce qui n'était pas le cas de Brault, qui en portait la blessure. Pierre Perrault, Miron, Michel Lalonde. Bon, Giguère que j'ai évoqué. Mais Giguère, le Giguère première manière est un Giguère surréaliste. C'est un Giguère bretonisant. Le Giguère dernière manière, lauréat du Bordua, a été mal jugé, en tout cas, par ses premiers compagnons d'armes qui avaient une vision plus universaliste du combat politique, pour le dire comme ça. Et donc, j'ai cherché vitement dans les deux ouvrages que je viens de vous montrer des traces de T.S. Eliot. Alors, il me faudra bien trouver dans T.S. Eliot maintenant des traces de Jacques Brault. Et il y en a quelques-unes. Même il y en a pas mal, en fait. Et je suis certain qu'un Brauxien, un Brauxien, est-ce que ça peut se dire, ça? Un Brautien probablement, oui, ça se dit mieux, serait capable, un exégète brautien, voilà, serait sans doute capable d'aller trouver les points de comparaison ou les points de convergence entre le travail de T.S. Eliot et de Brault. Bon, moi, je connais trop mal Eliot et un peu plus Brault, mais de toute façon, mon travail de libraire, ça consiste aussi à vous montrer des livres. Bon, pas nécessairement des livres que je propose à la vente, en fait, jamais dans mes vidéos. En fait, ça serait de l'anti-marketing. Je ne parle que de livres que je ne vends pas. Voilà. Que je ne propose pas à la vente à la librairie. Et donc, sans doute, il y aurait une étude et peut-être quelqu'un qui creuserait la question, un étudiant à la maîtrise ou au doctorat, serait peut-être ravi de savoir, de relever les traces de lecture, parce qu'il l'a lu quand même assez attentivement, les traces de lecture, dis-je, de Brault. Alors, je vais vous en lire quelques passages.
Et je vais vous montrer aussi sa manière toute particulière d'annoter. Alors, dans le chapitre La fonction sociale de la poésie, déjà le titre est assez inquiétant. À mon avis, je ne sais pas si on peut raisonner en ces termes, mais j'aurais envie de vous dire la poésie aussi, c'est peut-être de se mettre un peu à l'abri euh, de la cause sociale de temps à autre. La poésie dramatique est différente de toute autre, mais comme ses lois spéciales sont celles du drame, sa fonction se perd dans celle du drame en général, et mon sujet n'est pas la fonction sociale particulière au drame. Bon, voilà, ça c'est dit. Nous comprenons tous, je pense, à la fois la qualité du plaisir que la poésie peut donner et la différence, plaisir mis à part, qu'elle peut faire dans notre vie. Si elle ne produit pas ces deux effets, disons simplement que ce n'est pas de la poésie. Ouais, bon, on a compris que si elle ne nous procure pas de plaisir et qu'elle n'agit pas dans notre vie, eh bien, c'est que ça n'en est pas. Et ici, il y a deux toutes petites, tenez, je vous montre à quoi ça ressemble, on va aller plus loin, tenez, vous voyez. Ce sont des annotations discrètes à l'instar du personnage Bro. Nous remarquons que la poésie diffère de tout autre art en ce qu'elle possède une valeur pour les gens de la race et de la langue du poète, valeur qu'elle ne peut avoir pour personne d'autre. Ah, oui. Ouais, alors il revient ici, il ressouligne aussi que la poésie doit nous procurer du plaisir. Ça, j'aime bien quand même. Nous pouvons dire que le devoir du poète en tant que poète ne le lie à son peuple qu'indirectement. Son devoir direct est envers sa langue, qu'il doit d'abord sauvegarder, puis enrichir et améliorer. Ça, c'est évident que Jacques Bro aurait parfaitement souscrit à aurait approuvé cette phrase. Il a souligné aussi fébrilement cette autre phrase. Il importe peu qu'un poète ait un vaste public de son temps. Ça, je pense que tous les poètes bien nés, tous les poètes bien qui sont en phase avec la réalité poétique et la réception dans la société, comprend bien que ces attentes doivent être mesurées et modestes, ce qui n'empêche pas une implication de tous les instants presque, ce qui n'empêche pas le travail quotidien du poète. En vérité, si un poète anglais doit apprendre à se servir des mots de notre temps, il lui faut consacrer une étude minutieuse à ceux qui en ont le mieux usé à leur époque, à eux, à ceux qui, en leur temps, ont renouvelé la langue. Ah ben oui. Il dit que le poète est bien plus un avocat qu'un juge. Ça, c'est une belle idée aussi. Et puis si, le, et puis si c'est un avocat de cause perdue, c'est encore mieux. Ou si c'est un avocat de choses monstrueuses, peut-être que là, ça nous prend un grand poète pour devenir un procureur, le procureur de l'immonde. Dans le cas de Poutine, il faudrait faire le tour. Si un avocat qui deviendrait le défenseur de Poutine,
sans doute pourrait-il en accuser indirectement ses lectures. Peut-être l'avocat de Poutine pourrait blâmer la bibliothèque de Poutine. Peut-être pourrait-il pointer d'un doigt, messieurs de La Haye, cette bibliothèque est responsable au fond. Il n'avait pas l'envergure intellectuelle pour la maîtriser, et cette bibliothèque l'a emporté dans un bain d'horreur. Ici, un passage aussi vraiment souligné de manière très, très, très marquée. Je n'ai jamais été capable de retenir les noms des pieds et des maîtres, ni d'accorder le respect qu'il aurait dû aux règles acceptées de la sanction. Mais c'est seulement l'étude, non de la poésie, mais des poèmes qui pourra nous entraîner l'oreille. Nous apprenons par une imitation, il est vrai, mais par une imitation plus profonde que celle atteinte par l'analyse du style. Je vous montre pour vous revoyer à quoi ça ressemble. Vous voyez quand même. Assurément, tenez, regardez encore, vous voyez. C'est un livre qui a été lu avec beaucoup d'attention. Bon, ici, les questions de Milton. Bon, tenez, regardez. Je ne veux pas dire que... Ici, il y a matière à une critique génétique pourrait nous offrir beaucoup de pistes, incluant dans la manière de noter. Ici, on y trouve même une petite flèche. Plusieurs petites flèches. Quant au vers libre, j'ai exprimé là-dessus mon opinion il y a 25 ans, en disant qu'il n'y a pas de vers libre pour quiconque veut faire du bon travail. Personne n'a plus de raison que moi de savoir qu'on a écrit pas mal de mauvaise prose sous le nom de vers libre. Quoi savoir si les auteurs ont écrit de la mauvaise prose ou de mauvais vers dans un style ou dans un autre, me paraît sans importance. Mais seul un mauvais poète pourrait saluer le vers libre comme une libération de la forme. Le vers libre fut une révolte contre une forme d'où la vie s'était retirée en vue de préparer une forme nouvelle ou de renouveler la forme ancienne. Il servit aussi à mettre l'accent sur l'unité interne particulière à chaque poème en opposition avec l'unité externe qui caractérise un type. Ici, vous voyez, je vais vous montrer, on reconnaît son écriture. Tenez. Et là, ce qu'on lit, c'est Anthologie jusqu'à page 51. Oui, c'est ça. C'est à quoi servent, les anthologies. Et oui, ça va jusqu'à la page 51. Il a semblé accorder beaucoup d'importance à ça. Et là, il a souligné ici à l'encre, parce qu'on comprend mieux une autre poésie
si on les connaît, en sorte que tout le monde devrait les connaître, si peu que ce soit. Ainsi, les anthologies et les volumes de morceaux choisis sont utiles, parce que personne n'a le temps de tout lire et parce qu'il y a des poèmes, dans quelques parties seulement, restent vivantes. Quelques parties seulement restent vivantes, oui. Et là, vous voyez encore, m'approche. Je sais bien juger. Parce qu'il y a, Jacques Brault a souvent parlé de son atelier d'écriture. Et il a souvent fait référence aussi à la part d'artisanat que comportait son travail de poète, d'essayiste, d'écrivain. Et ici, on entre dans l'établi, si on veut. On pose notre regard sur l'établi du poète. Il y a des références à Platon, références culturelles, les grands poètes manqués. Les grands poètes manqués. Ah ben voilà, être un grand poète manqué. Regardez encore un autre exemple. La manière de lire. Hein? Un poète majeur est celui dont il nous faut lire une grande partie de l'œuvre, mais pas toujours toute l'œuvre. Alors ici, je vais conclure là-dessus, parce que, en fait, tout le livre comme ça, une bonne partie du livre est annotée. Hein, en fait, je vous dirais, quand on arrive à des descriptions, à des cas d'écrivains ou de poètes comme Rudyard Kipling, bon, Yeats, il s'est arrêté à Yeats. Oui, Yeats a vraiment suscité son intérêt. Kipling, pas du tout. Ni Goethe, ni Byron. Alors, tant qu'Eliot est resté avec la description de l'art de l'écriture, du travail du poète en lui-même, de sa réception dans la société ou pas, cela intéressait Jacques Brault. Mais après, de ce que pouvait dire Eliot sur Goethe, mais sur Yeats, ça l'intéressait. Alors, je vais conclure avec un paragraphe qu'il a découpé en 3 parties en y attribuant des lettres ABC. Nous voici, semble-t-il, parvenus à la conclusion provisoire que, quoi que puisse être un poète mineur, un poète majeur est celui dont nous devrions lire l'œuvre entière afin d'en apprécier pleinement quelques-unes de ses parties. Bon, ça je vous l'ai lu, mais c'est dans l'autre page d'avant. Mais nous avons quelque peu modifié cette affirmation extrême en acceptant le poète qui a écrit, ne serait-ce qu'un long poème, où assez de variétés se composent en unité. Mais il y a certainement très peu de poètes anglais dont on peut dire qu'il faudrait lire l'œuvre entière. Et là, il ne l'a pas souligné, mais moi, je le souligne avec les yeux. Shakespeare, sans doute, et Milton. Et quant à Milton, on peut faire remarquer que ses divers longs poèmes, Le Paradis perdu, Le Paradis reconquis et Samson agoniste, non seulement devraient être lus en entier pour leur propre mérite, mais nous avons besoin de les lire tous, exactement comme nous avons besoin de lire toutes les pièces de Shakespeare,
afin de comprendre pleinement chaque pièce isolée, et faute de lire les sonnets de Shakespeare aussi bien et les poèmes mineurs de Milton, il y aura quelque chose qui manquera à l'appréciation de ce que nous aurons lu. Mais les poètes pour lesquels on peut avoir cette exigence sont très rares. On peut très bien faire bonne figure dans la vie sans avoir lu tous les poèmes que Browning ou Swinburne écrivirent à la fin de leur vie. Je n'affirmerai pas avec certitude que l'on devrait lire chaque vers de Dryden ou de Pope, et ce n'est certainement pas moi de dire qu'il n'y a aucune partie du prélude ou de l'excursion qui supporterait d'être sautée. Très peu de lecteurs veulent consacrer beaucoup de temps au long poème de jeunesse de Shelley, La révolte de l'islam ou La reine Mab, encore que les notes à ce dernier poème valent certainement la peine d'être lues, si bien qu'il nous faudra dire qu'un poète majeur est celui dont il nous faut lire une grande partie de l'œuvre, mais pas toujours toute l'œuvre. Alors, c'est Jacques Brault, lisant de la poésie et de quelques poètes de T.S. Eliot. Et je vous montre un dernier petit Brault que j'ai à la librairie. 3 fois passera, une édition numérotée. Une édition tirée à 100 exemplaires, numérotée et signée par Jacques Brault et par Céline Fortin. Et c'est publié aux éditions du Norrois en 1981. Je vous remercie d'être avec moi, portez-vous bien et à demain.